Merci de vous asseoir. Je voudrais tout d'abord excuser Robin Renucci qui nous a demandé de vous transmettre son message d'amitié. Il est actuellement en pleine répétition de la pièce de théâtre Phèdre et il ne pouvait être présent. Comme tous les ans, l'Association pour le souvenir des fusillés du Mont Valérien va vous présenter sa cérémonie d'hommage à l'ensemble des fusillés du Mont Valérien. Vous allez commencer par voir une évocation historique qui a été écrite par Evelyne Love des Tréteaux de France et qui a été répétée dans 2 établissements scolaires de la région parisienne, le lycée Le Corbusier d'Aubervilliers et le lycée Georges Sand de Lemay-sur-Seine. Je voudrais dire un grand merci à tous les élèves ainsi qu'à leurs enseignants parce que c'est un travail supplémentaire qu'ils ont réalisé afin de vous le présenter aujourd'hui. Ils étaient encadrés pour faire ce travail par des acteurs des Tréteaux de France. En ce qui concerne le lycée Georges Sand de Lemay-sur-Seine, c'est Tariq Bettahar qui a encadré les jeunes artistes. Et en ce qui concerne le lycée Le Corbusier d'Aubervilliers, c'est Marion Amiot qui, elle aussi, a encadré les jeunes artistes de cet établissement scolaire. Donc, je crois que c'est une de nos particularités, c'est de faire appel à des jeunes pour faire cette évocation historique et pour que la mémoire se transmette à travers les générations. Je ne voudrais pas finir sans remercier particulièrement tous les élèves qui étaient présents ce matin parce que nous avons eu un petit problème d'installation des chaises. Elles n'étaient pas prêtes et spontanément, ces jeunes qui allaient travailler cet après-midi devant vous, ces jeunes nous ont aidés à terminer l'installation. Vraiment, encore une fois, merci beaucoup. Nous allons maintenant donc assister à l'évocation historique que nous avons intitulée Bientôt la victoire, et j'espère que vous serez, disons qu'elle vous rappellera ce pourquoi vous êtes présents ici, le souvenir de ceux qui ont lutté pour que la France soit un pays libre. Merci. Notre histoire commence avec des photos. Ce sont des photos en noir et blanc, des photos anciennes. Le blanc du papier glacé a un peu jauni, des photos d'un autre temps. C'est marqué « Souvenirs de classe rentrée 1940 ». Les garçons d'un côté, les filles de l'autre. On ne dirait pas des jeunes, ils sont tous pareils, avec leur veste noire, chemise blanche et la cravate pour tout le monde. Les bras croisés, le bras sur l'épaule du copain ou de la copine, bien peigné, bien arrangé, les cheveux plaqués, l'arrêt sur le côté. En tout cas, poids de vue, habillement, elles sont aussi sérieuses, les filles. Un garçon doit être sérieux. Les filles sourient plus que les garçons. 1940, c'est la génération de la guerre. 1940, c'est l'occupation allemande. Combien de temps ça va durer? Est-ce que l'Europe va devenir nazie? Pour un règne de 1000 ans, comme le dit Hitler? Comment tout ça va finir? Est-ce que l'Angleterre sera envahie dans les jours qui viennent? Ils ne savent pas. Ce qu'ils savent, c'est qu'une manifestation antifasciste n'a pas réussi à empêcher le fascisme. Ce qu'ils savent, c'est qu'il va falloir choisir un camp rapidement et que ça va devenir dangereux. Ce qu'ils savent, c'est qu'ils ne veulent pas devenir des habitants d'une annexe de l'Allemagne. Il va falloir faire quelque chose. Mais quoi? C'est l'avenir qui est en jeu et les adultes ont l'air complètement perdus. Beaucoup de ces jeunes seront bientôt dans la résistance, sur le front du combat pour la vie. Pour l'instant, ils sont en rang, bien sages, bien dociles, bien peignés. Ce qui frappe dans ces photos, c'est leurs regards, des regards intenses qui traversent le temps.
40. J'ai bien cru qu'elle n'aurait pas lieu. En juin, nous avons quitté Gennevilliers avec ma mère et ma petite sœur. Elle a 2 ans. Pas de nouvelles de mon père. On entendait dire que les Allemands arrivaient. On a vu passer les Belges et les gens du Nord, complètement paniqués. Ils disaient qu'il fallait franchir la Loire, que les Allemands seraient arrêtés sur la Loire. Maman était sûre que la banlieue parisienne allait être bombardée à cause des usines. On habitait en face des usines Chausson, au premier éloge. Maman était enceinte de 6 mois. On était partis pour rejoindre une tante à Bourges, 250 km à pied. Ma mère était livide, je ne l'avais jamais vue dans cet état. Je poussais la poussette avec ma petite sœur au milieu de nos affaires empilées. Des sacs, des casseroles, des provisions. Tout le long de la route, on voyait des jardins dévastés, des magasins pillés, des commerçants qui pleuraient. Tout le monde était sur la route. Avec des matelas sur le toit des voitures, avec des vélos, des charrettes. J'ai même vu une grand-mère dans une brouette. C'était une sorte de caravane qui se traînait. Très vite, j'ai eu les pieds en sang. D'un seul coup, on entendit un avion, les bruits d'avion. Tout le monde leva la tête. C'était une sorte d'escouade d'avions noirs. Qu'est-ce que c'est? Où vont-ils? Ils sont arrivés au-dessus de nous, ils sont descendus en piqué et ils nous ont tiré dessus. Leur objectif, c'était nous. C'était nous. Notre lamentable caravane. Je n'oublierai jamais ça, même si je vis 100 ans. J'ai arraché Minou de la poussette et je me suis jetée sur le talus. Arrête de crier, arrête, tu es trop petite, il ne t'arrivera rien. J'étais bête. Une fille derrière nous a jeté son vélo et s'est précipitée pour aider ma mère. Quand on s'est relevé, on n'avait rien. Mais on a vu des blessés, des morts, des voitures explosées. À ce moment-là, j'ai pensé, ça y est, l'enfance est finie. Jouer à la guerre avec la bravoure, les panaches, les poursuites, c'est fini. C'est ça la guerre. Faire un carton sur des réfugiés. Tirer du ciel sur nous comme si on était des lapins. Quelle saloperie. J'ai vécu la même chose, tu sais. Tu ne l'as jamais raconté. Quand voulais-tu que je raconte? Quand et à qui? J'ai vécu la même chose en Espagne, à Malaga. C'est là qu'ils ont commencé, qu'ils ont expérimenté. C'est pour ça qu'on s'est enfui et qu'on est venu se réfugier en France. Et maintenant, où aller pour leur échapper? Sur la Lune? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était en février 1937. Il a fait très froid cette année-là. C'était encore la République espagnole, le Front populaire qui avait été élu par le peuple. Comme nous en France, le Front populaire. Je me souviens des grandes manifestations. Mon père m'emmenait toujours et il me disait « Plus tard, tu t'en souviendras ». Il me hissait sur ses épaules, je mettais mes mains sur sa tête et je regardais la foule. Partout une foule immense, qui riait, qui criait, qui chantait, avec des drapeaux et des fleurs, comme une fête. Et puis il y a eu les premières vacances. Oui, nous aussi on a eu un moment de fête. Mais le général Franco et l'extrême droite sont armés pour renverser le gouvernement populaire. Alors les syndicats, les partis de gauche, les volontaires, les brigades internationales, tout le monde a défendu la République. Et Franco a été repoussé. 1 an après, il est revenu du côté de la mer avec l'aide d'Hitler et de Mussolini. Il a réattaqué chez nous à Malaga pour notre malheur, avec l'aide des avions allemands et les blindés italiens. Tous les habitants se sont enfuis par la route qui longe la mer vers Almeria. C'était un piège. On ne pouvait pas revenir en arrière. D'un côté, il y avait la mer avec des navires de guerre. Je n'avais jamais vu ça. Les canons pointés sur nous. On les voyait. De l'autre, les pentes de la Sierra Nevada et au-dessus, les avions allemands. Les mêmes? Les mêmes. Ils nous lâchaient des bombes incendiaires. Ils nous tuaient sur cette maudite route comme si nous étions une colonne de fourmis. Je suis moi, je ne suis pas une fourmi. Ni mon père, ni ma mère, ni mes amis, ni mes voisins, ni les voisins de mes voisins. Nous ne sommes pas des fourmis. Écoutez, cette guerre, ce ne sera pas une guerre comme les autres. Ce sera une guerre mondiale. Les nazis disent qu'il y a une partie de l'humanité qui n'est pas humaine. Parce qu'ils sont nés comme ci, comme ça, que leurs parents étaient comme ci, comme ça. Ils disent qu'ils sont la race des seigneurs. Mais l'Allemagne, c'est un mélange de peuples d'origines diverses. Ils tuent les handicapés mentaux, les juifs, les homosexuels, les communistes, et ceux qui ne sont pas d'accord, ils les emmènent en esclavage. Est-ce qu'on va accepter ça ? Moi, j'ai vu les Allemands arriver à Paris cet été.
C'était impressionnant. Les trottoirs étaient noirs de monde. Eh bien, il y avait beaucoup de gens qui applaudissaient. Je vous assure, des Français, ils applaudissaient. Pourquoi? Je ne sais pas. Moi, j'avais envie de vomir en voyant leur croix gammée, comme une grosse araignée noire partout et notre drapeau bleu, blanc, rouge retiré. Et dans le quartier, les gens disaient, eh bien quoi, ils ne sont pas si terribles que ça, ils sont corrects. La fanfare allemande a donné des concerts tout l'été au kiosque du jardin public et à la fin, ils distribuaient des bonbons. Non mais ça, c'est leur stratégie. Ils ont des consignes, être corrects. Mais vous allez vite voir ce que c'est que la Gestapo. Vous savez qu'en Allemagne, toute personne refusant de faire le signe nazi est déjà arrêtée, rouée de coups, emprisonnée et envoyée dans un camp. Mais c'est en Allemagne. Et alors, ils vont continuer en France? Pétain défendra la loi française. Ça m'étonnerait. Tu sais que dans la convention d'Armistice qu'il a signée avec Hitler, il dit qu'il va livrer aux nazis tous les réfugiés politiques qui sont venus en France? Ça commence bien. Quelle honte. On verra. Il faut attendre. Attendre quoi? Que la terreur s'installe? Qu'il n'y ait plus aucune joie, plus rien? Il faut protester. Montrer que nous, les jeunes, on n'est pas d'accord. Vous savez qu'ils ont renvoyé 4 professeurs? Pourquoi? C'est la nouvelle loi allemande qui interdit aux juifs de travailler dans l'éducation nationale. C'est dingue. C'est pour ça que la prof de français n'est pas là? Ouais, elle a plus le droit d'être prof. Bah les juifs. Faut croire que oui. Mais elle s'appelle Martin. Mais ça veut rien dire. Mais comment ils font pour savoir que les juifs alors? La police a peut-être un fichier. Mon père est prof, eh bien il a dû signer une déclaration sur l'honneur comme quoi il n'avait aucune origine juive dans sa famille. Madame Martin n'a pas dû signer. Elle a raison, il fallait refuser de signer, c'est absurde. Il aurait fallu. On m'a dit que dans le lycée, il y a seulement 15 professeurs qui ont refusé de signer. Mais c'est fou. En tout cas, si vous voulez faire quelque chose, il y a quelque chose qui se prépare pour le 11 novembre. Une manifestation de jeunes. Regardez, ça va faire recopier, et à faire circuler. C'est le moment de faire quelque chose. Un tract écrit à la main sur une feuille de cahier? Et ça vient de qui? D'un groupe d'étudiants. Ils n'ont pas d'imprimerie et le papier est réquisitionné. En plus, Pétain a interdit les cérémonies du 11 novembre. Mais nous, on fera quelque chose. On va se rejoindre comme ça, place de l'Étoile, juste pour déposer des fleurs sur la tombe du soldat inconnu. En portant sur les vêtements du bleu, du blanc et du rouge. Étudiants et lycéens, le 11 novembre est resté pour toi jour de fête nationale. Malgré l'ordre des autorités opprimantes, il sera jour de recueillement. Tu n'assisteras à aucun cours. Tu iras honorer le soldat inconnu, place de l'Étoile, à 17h30. Le 11 novembre 1918 fut le jour d'une grande victoire. Le 11 novembre 1940 sera le signal d'une plus grande encore. Tous les étudiants et lycéens sont unis pour que vive la France. Vive la France! Recopiez ces lignes et diffusez-les. Des milliers de jeunes répondent à l'appel. 4000 lycéens et étudiants sur la place de l'Étoile et les Champs-Élysées. Des jeunes filles et garçons de Paris et de banlieue. Il y a les jeunes communistes, la jeunesse étudiante chrétienne, les éclaireurs israélites, les scouts protestants, les éclaireurs unionistes laïcs, toutes les tendances, toutes les croyances. La manif des jeunes fut la plus grande manifestation contre l'occupation. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Tous deux adoraient la belle prisonnière des soldats, lequel montait à l'échelle, lequel guettait en bas, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas, que l'un fût de la chapelle et l'autre s'y déroba, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Tous les deux étaient fidèles des lèvres, du cœur, des bras, et tous les deux disaient qu'elle vive et qui vivra verra. Des lèvres, du cœur, des bras. Non discrimination, non persécution, non pillage allemand. À bas Hitler, vive la France! À 18h, il y a foule autour de la place. La nuit tombe, soudain, des camions militaires et des sitcars allemands encerclent les alentours de la place et remontent les Champs-Élysées. Les soldats allemands pourchassent et poursuivent les jeunes dans les rues. Passage à tabac, coup de crosse, coup de feu. Ils tirent à balles réelles, ils tirent. Le lendemain, la préfecture de police annonce plus de 1000 arrestations. Moyenne d'âge des emprisonnés, 18 ans. Il y a des blessés dans tous les hôpitaux. Il y a aussi des disparus. Combien, on ne sait pas. On attend l'historien qui fera une recherche là-dessus. Juin 42.
Le port de l'étoile jaune est obligatoire pour les juifs à partir de 6 ans. Ce qu'il faut, c'est découper des étoiles jaunes en papier. On en porte tous une, ils ne pourront pas arrêter tout le monde. Faisons des étoiles avec autre chose que juif. Moi, je vais me faire une étoile avec swing. Moi, je ferais Zazou. Moi, Auvergnat, pourquoi pas. Vous là-bas. Pas dans cette voiture. Dans la dernière voiture. « 10 juillet 1942, journal d'Hellenberg. Ce matin, j'allais monter dans le métro lorsque j'ai entendu le contrôleur qui hurlait. J'ai mis un temps à réaliser que c'était à moi qui s'adressait. Et lorsque j'ai couru comme une folle sur le quai, et lorsque je me suis retrouvé assise dans le dernier wagon, des larmes ont jailli, des larmes de rage. Je me suis souvenu de la nouvelle ordonnance du gouvernement qui disait « Interdiction aux juifs de monter dans le métro sauf dans le dernier wagon ». Il y avait déjà interdiction d'aller au spectacle, au musée, au cinéma, dans les bibliothèques, interdiction d'aller au restaurant, les stades, les piscines, dans les jardins publics, interdiction d'aller faire ses courses, sauf entre 15 et 16 heures, lors de fermeture, interdiction d'aller sur les Champs-Élysées, interdiction de vivre. C'est que le plus incroyable, c'est que tout cela est annoncé comme si c'était naturel. Ici, en France, le pays de la liberté, les pays des droits de l'homme. Je suis rentré chez moi à pied et je me suis enfermé chez moi pour me calmer. 15 juillet 42. On sent que quelque chose se prépare. Quelque chose qui sera une tragédie. La tragédie peut-être. Monsieur Simon est arrivé ce soir pour nous annoncer qu'une rafle se préparait. Pour après-demain, de 20 000 personnes à Paris. On dirait bien que les SS ont pris le commandement de la France. 18 juillet 42. Je note tous ces faits activement pour ne pas les oublier, parce qu'il ne faut pas les oublier, il ne faudra pas les oublier. L'amie de Jean, Tamara, a été arrêtée dans le métro parce qu'elle portait l'étoile et qu'elle n'était pas dans le dernier wagon. Elle a été emmenée au camp de Drancy. Jean vient d'apprendre que de là, elle a été emmenée dans un camp à l'est. Il s'appelle Auschwitz. Tamara, si belle, si vivante, pleine de projets. Tamara avec qui je discutais la semaine dernière. Tamara est à Auschwitz. J'ai l'impression de vivre un mauvais rêve. Tout mon décor familier est changé. Tout est changé. On aurait toutes les raisons de désespérer. Mais il y a la sympathie des gens dans la rue. Partout, on la sent. Il y a le bon regard d'hommes et de femmes qui vous emplit tout à coup le cœur d'un sentiment inexprimable. Il y a la conscience d'être unis avec les vrais hommes et les vraies femmes. Il y a la certitude d'être supérieurs aux brutes qui nous font souffrir. Plus les malheurs s'amassent, plus cela s'approfondit. Il n'est plus question de distinction superficielle de couleur de peau, d'origine, de religion ou de classe sociale. Je n'y ai jamais cru. Il y a la communion dans le mal et l'union contre la souffrance. Les amitiés qui se nouent en ce moment sont spéciales, empreintes d'une sincérité, d'une tendresse, d'une profondeur que personne ne pourra connaître en d'autres temps. C'est un pacte scellé dans la lutte et les épreuves, un pacte secret. Il faudra créer un mouvement. Il faut s'organiser. Vas-y, tout le monde attend ça de toi. Quelle sorte de type il faudrait contacter? Est-ce qu'on aura besoin d'argent? Où sera le quartier général? Il faudra des armes. Comment on pourra organiser les activités des membres du groupe? Comment empêcher un trait de s'infiltrer et de dénoncer tout le monde? Tu as un contact avec Londres? Témoignage de Jacques Lucéran dans Et la lumière fut sur le début d'un réseau de résistance de jeunes. Ils allaient plus vite que moi. Je savais que ça allait être l'entrée dans la clandestinité, le début d'une double vie. Tous les jours, je croisais des camarades qui me disaient « Je te jure, je suis avec toi !» Je te jure. Je jure. Leur enthousiasme, leur désir d'action, je les partageais, j'en étais plein. Je n'avais personne à qui demander conseil. Avec 3 camarades, je lançais des invitations pour une première réunion. Elle aura lieu dans l'appartement de Michel, un moment où ses parents n'étaient pas là. La réunion fut fixée un mardi à 5h. Nous avions convoqué 10 camarades sûrs. Le mardi, les 10 étaient là, mais ils n'étaient pas 10, ils étaient 52. Nous étions heureux d'être aussi nombreux. Tout le monde était assis par terre. Le silence se fit. Tony me dit « Vas-y, c'est à toi ». Ma tête s'emplit alors d'une clarté inconnue. Je me mis à savoir d'un coup ce que je cherchais depuis des semaines. Il faut croire que cette cause était terriblement vraie. Elle me dictait mes paroles au fur et à mesure. Nous allons créer un mouvement de résistance. Notre objectif, empêcher les Français de s'habituer au nazisme, au pillage de la France,
aux persécutions des juifs, des handicapés, des communistes et de tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Le nazisme est un mal absolu, il menace l'humanité. Votre engagement sera sans retour. Le plus âgé d'entre nous a 20 ans, moi j'en ai 16. Ça ne simplifie pas certaines choses, mais ça en facilite d'autres. Le plus longtemps qu'on nous verra comme des adolescents inoffensifs, la police ne se méfiera pas. Pendant 1 an au moins, notre résistance sera passive. Ensuite, nous verrons avec Londres comment servir la victoire des Alliés. La victoire arrivera, j'en suis sûr. C'est bon, je l'ai. Nous allons élire un comité central de 5 membres. Ensuite, nous recruterons des nouveaux par groupe de 3. Les membres du mouvement ne se rencontreront jamais à plus de 3. Je panique. La Gestapo nous surveille. Il n'y aura plus jamais de réunion comme celle-ci. C'est la première et la dernière que nous ferons. Chacun aura sa tâche, modeste mais risquée, dans une chaîne pour protéger ou sauver les gens. Les cacher, les nourrir, récupérer des cartes d'alimentation, faire passer de faux papiers, diffuser l'information de Londres. La vraie information, les vraies nouvelles de la guerre. Balayer les rêves de gosses, de conspirateurs, de guérillas, de justiciers. Jusqu'à nouvel ordre, il n'y aura aucune arme dans le mouvement et il ne sera jamais question d'armes dans les conversations. D'ailleurs, dans les conversations, il ne sera question de rien. Vous ne parlerez à personne de vos missions. Soyez prudents. Vos proches ne vous trahiront pas volontairement, mais ils peuvent bavarder ou même se vanter de vos actions. À chaque rendez-vous de 3, nous arriverons et partirons suivant un itinéraire différent. Tous les noms de lieux, adresses, numéros de téléphone devront être appris par cœur. Pas de carnet, pas de notes. Si vous êtes arrêtés, il faudra tenir 48 heures sans parler, le temps aux autres de prévenir le mouvement. Celui qui tombe sera remplacé. L'amitié, c'est ce qui sauve ceux qui portent. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Juin 1944, l'heure est venue. C'est le D-Day, le jour J, le jour le plus long, le jour tant attendu, tant espéré. Opération Overlord, le débarquement des forces alliées sur le continent pour libérer l'Europe et prendre Hitler en tenaille avec les forces soviétiques qui avancent à l'Est. L'action de la résistance française est essentielle. Il faut empêcher le plus longtemps possible les Allemands d'envoyer des renforts en Normandie. Il faut bloquer leurs communications et ralentir leurs déplacements. L'opération Overlord dépendait de la météo. Il n'y avait que 3 jours favorables en juin, à cause de la pleine lune et de la marée basse sur les plages. Le 5, le 6 ou le 7 juin. Sinon, il aurait fallu reporter en juillet. 200 000 hommes attendaient dans les ports britanniques et des millions d'autres partout en Europe. Le 5, il y avait une violente tempête sur les côtes normandes. Le général en chef Eisenhower était suspendu à l'avis des météorologistes de la Royal Air Force. Le 6, le vent se calmera, mais pour une courte durée. Vers midi, le ciel se couvrira de nouveau. Le créneau d'accalmie sera d'environ 24 heures. Alors nous devons donner l'ordre, nous n'avons pas le choix, ce sera le 6. Le 5 juin, 400 messages d'exécution sont diffusés jour et nuit. Tous les réseaux sont à l'écoute. Il fait chaud à Suez, je répète, il fait chaud à Suez. C'était le message codé pour le déclenchement de l'action entre Vierville et Port-en-Bessin. En Normandie, la zone d'Omaha Beach. Pour le réseau ventriloquiste, rail, sabotage, blocage de train, zone A, secteur A2 violet. Demain, la mélasse deviendra du cognac. Je répète, demain, la mélasse deviendra du cognac.
La mélasse deviendra du cognac, tu es sûr, tu as bien entendu? Oui, la mélasse deviendra du cognac. Ça y est, préviens tout le monde. Pour le réseau Stockbroker, plan télécommunications, zone D. Crêpe Suzette, je répète, crêpe Suzette. Crêpe Suzette? Pas possible, crêpe Suzette? Oui, crêpe Suzette 2 fois, crêpe Suzette. Ça y est, on y va. Crêpe Suzette 2 fois. Pour le réseau Headmaster, guérilla sur les routes dans la zone tortue. La cuisinière va accoucher de quintuplé. Je répète, la cuisinière va accoucher de quintuplé. On va mettre en place les barrages cette nuit. Pour le réseau Jacques Robin, zone R4 à contrôler. La vase fait tourner la tête. Je répète, la vase fait tourner la tête. Réseau Archambault, plan télécommunications, zone D. Cette nuit, la lune sera pleine d'éléphants verts. Réseau Piméto, réseau Gandolier, réseau Rover, réseau Footman, réseau Actor, action, action, partout, action. Le rouge saute aux yeux. Les terrassiers ont vu la reine dimanche. La reine, ça y est, ils arrivent. J'aime les femmes en bleu. Je répète, j'aime les femmes en bleu. Ma grand-mère aime beaucoup nager. Nous irons à Paris voir le feu d'artifice. Ne parlez pas aux pilotes. Je répète, ne parlez pas aux pilotes. Il y a de l'eau dans le gaz. Les Esquimaux portent des fourrures. Germaine pirouette, je répète, Germaine pirouette. Petit pot de beurre 2 fois. Madame est servie, je répète, madame est servie. 950 coupures de voies ferrées sont menées à bien par les résistants pour bloquer le blocage des troupes allemandes. Ici, non. Les Français parlent aux Français. Radio Paris Honneur est et allemand. patrie. Radio Paris ment. Radio Paris ment. Radio Paris est allemand. Communiqué pour toutes les émissions de la BBC, ce matin, 6 juin 1944, à 10h, sous le commandement du général Eisenhower, les forces navales appuyées par de puissantes forces aériennes ont commencé le débarquement des armées alliées. La bataille de France commence. Ce soir, ce débarquement est le début de la campagne d'Europe occidentale. Courage, la bataille suprême est engagée. Ce soir, au début du programme, les Français parlent aux Français. Vous entendrez des consignes importantes. 4300 navires de débarquement, 59 convois, 500 bateaux de guerre. Un bateau tous les 100 mètres sur 40 km de front. Overlord, c'est le débarquement de 200 000 hommes sur la côte normande en une journée. Le 6 au soir, ils auront déjà libéré une première zone. Une brèche s'ouvre dans le mur de la prison. Combattants en uniforme venus d'Amérique, du Canada, d'Angleterre, d'Australie, volontaires exilés venus de France et de toute l'Europe, retrouvent en France les combattants sans uniforme de la résistance pour le dernier épisode. J'ai vu la plage au loin, c'était la France que je n'avais pas vue depuis 4 ans. On attendait tous depuis 1h du matin, serrés comme des sardines, ballottés par les vagues. J'étais malade comme un chien, sonné, j'avais le mal de mer, tout ce que je voulais c'était descendre. Il y avait des rampes en fer qui descendaient vers la plage, recouvertes par endroits par les vagues. Ça glissait. J'ai couru avec tous les autres. Autour de nous, la mer était couverte de navires. Je me répétais, je vais libérer la France, je vais libérer la France, ça y est. Mais à cet instant, mon objectif numéro 1, c'était de rejoindre la plage sans me faire fusiller, puis de la traverser sans me faire tuer. J'ai glissé, je suis tombée dans l'eau. J'ai cru que j'allais me noyer.
J'ai nagé avec mes 60 kilos de pactage. On nous avait distribué des gilets de sauvetage, mais on ne nous avait pas expliqué comment les enfiler par-dessus l'équipement. Enfin, mes pieds ont touché le sable. J'étais sur la plage. Enfin, j'ai pu marcher. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu, sur la mer, sur le sable, les corps de ceux qui avaient débarqué avant nous. Je conduisais un tank. Il y avait du sable, des jets d'eau, les balles ricochaient sur le blindage. Je ne voyais rien. Le commandant s'était mis à côté de moi. Il me tapait sur l'épaule droite pour aller à droite et sur l'épaule gauche pour aller à gauche. Le débarquement a lieu sur les plages de la Manche, Utah Beach, Omaha Beach, Gold, Juno, Sword. Je revins en France avec la 2e DB, la 2e division blindée, a été sous la direction du général Jacques-Philippe Leclerc. Il était jeune et très aimé. Il avait réussi à faire l'unité d'un groupe de combattants exceptionnels, de fortes têtes venues de partout. El Patron, c'est comme ça que l'appelaient les Espagnols. La deuxième DB, à elle toute seule, résumait l'histoire de 4 ans de guerre. Elle était constituée des marsouins du Tchad, des Spahis d'Égypte, des corps francs d'Afrique, des Français qui ont rejoint la France libre à Londres ou en Afrique du Nord après un passage par les prisons espagnoles, mais aussi de beaucoup de Bretons qui sont venus dès le début par la mer. Des Espagnols des premiers combats de la première heure. Les anciens des brigades internationales étaient présents aussi. Les Juifs d'Afrique du Nord, les Juifs d'Afrique du Nord, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, des régiments entiers venus de toute l'Afrique, les volontaires venus de toute l'Europe occupée, Belges, Tchèques, Néerlandais, Polonais. Tout l'équipement était américain, chars Sherman et véhicules. La 2e DB, c'est le symbole de l'unité pour une grande cause. N'oubliez pas les filles, c'est nous les Rochambeau, les soldates infirmières. Quand on lui a affecté ce groupe de femmes dirigé par une américaine, Florence Conrad, avec leurs ambulances achetées grâce aux donateurs, le général Leclerc a dit. Je prends les ambulances mais pas les filles, pas de femmes dans le campement. Alors Florence Conrad, la directrice et fondatrice du groupe Rochambeau, lui a répondu. Général, ces femmes ont risqué leur vie pour rejoindre l'armée de la France libre. Elles ont une formation d'infirmières et de soldats. Elles peuvent donner les premiers secours. Elles sont brancardières. Elles savent conduire ces grosses ambulances Dodge en toutes circonstances. Elles savent les dépanner, les réparer. Écoutez-moi, vous prenez les ambulances et les femmes ou vous n'aurez rien. Il a accepté, plus tard il les a félicités. Les soldats ont tout de suite adopté les Rochambeau. Elles ont sauvé bien des vies durant le débarquement et pendant la campagne de France après. Il y avait aussi les marinettes. C'est nous les marinettes, bataillon de marine, compagnie médicale. Dirigé par l'ancienne de vaisseau de première classe, Jacqueline Carzignol. Nous faisons équipe 2 par 2. Je faisais équipe avec Colette qui s'était engagée à Rio de Janeiro. Écoutons les paroles des soldats de la 2e DB. La 2e DB s'entraînait au Maroc, à Témara. Je me souviens de l'odeur des pains chauffés par le soleil. Le camp d'entraînement était situé au cœur d'une pinède entre Rabat et Kénitra. Nous avons été transférés en Angleterre par bateau. Ce fut un long voyage. En Angleterre, il pleuvait. C'était le printemps. Tout était d'un vert irréel. Après les paysages du Maroc, c'était étrange. Les Anglais nous disaient « Nice weather, isn't it ?» De Gaulle avait insisté auprès des Alliés pour qu'une division française soit transportée au plus vite en France, pour participer à la bataille de la Libération. Il voulait que ce soit la 2e DB. Les Américains auraient préféré une division d'infanterie, plus facile à transporter par bateau que des blindés. De Gaulle avait bataillé et obtenu gain de cause. La 2e DB tout entière avait été débarquée et participé au combat de Normandie. Et voilà que Paris s'était insurgé. Paris demandait du renfort. Le peuple parisien ne tiendrait pas longtemps face aux Allemands, bien mieux armés et décidés à tenir Paris coûte que coûte. La 2e DB reçut l'ordre de rejoindre Paris au plus vite. Ce fut un tour de force que de transporter en moins de 20 heures 17 000 hommes et 4 200 véhicules de la Normandie à Paris. Je me souviens de notre départ. C'était la nuit, il pleuvait. Les lampes électriques jetaient des lueurs sur le blindage des chars. Nous étions exténués mais dopés par le sens magique de notre mission. Paris, nous en avions rêvé pendant 5 ans. On avait envie de courir sur la route.
Je me souviens que nous étions partis tellement vite que nous n'avions même pas pris de carte de Paris et des environs. Heureusement qu'il y avait des camarades parisiens dans chaque unité. À Longjumeau, à Antony, à la Croix de Berny, les Allemands tenaient des positions. Il y avait des nids de mitrailleuses, l'ennemi canonnait la route. À Palaiseau, on voyait des batteries allemandes, les grands axes étaient minés. Je me souviens de nos chars manœuvrant au milieu des petites maisons et de jardins de banlieue comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Soudain, le ciel fut déblayé de nuages par un gros coup de vent et nous aperçûmes la tour Eiffel. C'était bien la tour Eiffel. Les équipages de chars la regardaient comme sur les livres d'histoire. Les compagnons de Christophe Colomb regardaient la terre qui surgit devant eux après 2 mois de traversée. Paris était là, au bout de la route. À l'approche de la porte d'Orléans, les chars eurent de la peine à se frayer un chemin au milieu d'une foule énorme qui applaudissait, saluait, criait bravo, envoyait des baisers. Soudain, un tir de mitrailleuse crépita. Les coups de feu étaient difficiles à localiser. Les toits, vite, on se divisait les tâches. Les uns restèrent à bord, les autres partirent en troupe aidés par des FFI. La porte d'Orléans franchie, ce fut Paris. Paris avec ses immeubles, ses bistrots, ses monuments intacts. C'était un vertige, un étourdissement que rien, jamais, ne pourra renouveler, car aucun défilé de la victoire superbement ordonné ne ressuscitera cet élan qui portait tout un peuple en avant. Cette rencontre entre la résistance et les Alliés, après 4 ans de malheur, c'était une éruption de bonheur volcanique. Les chars passaient au milieu d'un parterre de visages lumineux. Les hommes en bras de chemise, les femmes en robe d'été, les enfants couraient partout et ouvraient de grands yeux. De retour, le rêve était passé par la réalité, vraie, unique, bien plus merveilleuse que tout ce que nous avions imaginé. Ce fut la Nueve, les Espagnols de la 2e DB, qui arrivèrent les premiers à l'hôtel de ville, comme s'ils avaient symboliquement bouclé la boucle de Malaga à la revanche au cœur de Paris. La joie déferlait autour de nous et brusquement tout changeait. Les rafales de mitrailleuses claquaient, la rue se vidait. Les voitures des FFI chargées d'hommes armés débouchaient à toute vitesse et se lancèrent à la poursuite des tireurs allemands isolés. Les tirs s'arrêtaient, le silence revenait. Instantanément, la foule, sans penser au danger, revenait autour de nous comme une mer avec ses tourbillons, ses bravos, ses remous, ses couleurs, sa joie débordante. Aucun de ceux qui entrèrent dans Paris ce 25 août 1944 ne pourra oublier cela. Je vais le prendre.